Merci. Et on a ce soir, on a l'occasion d'avoir une conférence avec, je dirais, une sommité. Parce que dans ce domaine-là, il y a les amateurs comme moi, et puis il y a les vrais professionnels, comme les professeurs d'université en particulier. Donc ici, c'est Raymond Massé, qui était à la retraite maintenant, hein, j'ai bien compris, et qui était professeur à l'université Laval en anthropologie, et qui nous a écrit un livre qui s'appelle « La tolérance pervertie », que vous avez peut-être... il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires. Vous allez vous battre, on va être obligé de les mettre aux enchères, hein, je vous préviens. Là. Parce que 4, ça ne va pas être beaucoup, là. J'en ai déjà un. Alors, la tolérance pervertie, ben, c'est apparemment le résultat d'un long cheminement, je présume, d'une observation de la société, des sociétés occidentales en particulier, mais pas seulement, parce que vous avez aussi eu l'occasion d'être dans les Antilles. Donc, je pense que le mieux pour ça, c'est que je laisse à Raymond la responsabilité de se présenter avant que je dise des bêtises. Je revendique le monopole de la bêtise. Alors, vous avez votre propre micro. S'il fonctionne, ça va bien? Oui. Okay. Oui, alors merci. Merci aussi d'abord pour l'invitation, parce que moi je suis parmi ceux qui sont les premiers à venir aux réunions de l'Association humaniste. Alors, je fais une première présentation, une première présence en faisant une conférence, mais en fait, ce ne sera pas la dernière participation, certainement. Alors voilà, un peu, peut-être quelques mots sur le cheminement de cette réflexion-là. On ne ferait pas une biographie ici, mais tout de même. Le thème de la réflexion sur la tolérance n'arrive pas comme ça, abruptement. Effectivement, j'ai travaillé, mais depuis, bon Dieu, les études universitaires, à l'époque, j'étais étudiant à la maîtrise. J'ai travaillé donc au total pendant près de 30 ans, 35 ans, au niveau des Antilles françaises, des Antilles anglophones, sur les rapports entre la santé, la culture, la sorcellerie et surtout le conflit de valeurs qu'il pouvait y avoir entre la culture, disons, martiniquaise ou sainte-lucienne ou barbadienne, avec les valeurs peut-être véhiculées soit par la Grande-Bretagne ou par la France, qui étaient les sociétés métropolitaines, évidemment avec un conflit de valeurs assez évident, teinté évidemment aussi de racisme, de condescendance coloniale envers les sociétés qui devenaient néocoloniales ou post-coloniales, selon les positions politiques de chacun. Évidemment, les enjeux de tolérance étaient, comme je dirais, présents en filigrane de la réflexion. Je ne travaillais pas sur la tolérance elle-même. Mon effort était surtout d'essayer de comprendre les rapports entre la culture, la santé et les mécanismes de guérison, les secteurs de guérison, qui étaient essentiellement soit le religieux, parce qu'il y a les églises de guérison, y compris chez les catholiques avec les charismatiques, mais aussi les églises de guérison, genre pentecôtistes, évangélistes, baptistes et tout, qui sont ce qu'on appelait les nouvelles églises protestantes. Alors, le rapport entre la culture et la guérison passait par une réflexion sur le rôle des églises de guérison en particulier, mais en même temps, évidemment, avec la mobilisation d'un secteur local de guérisseurs, qu'on appelle les quimboiseurs dans le cas de la Martinique, les obéomanes dans le cas de soit la Barbade ou de Sainte-Lucie ou des autres Antilles anglophones. Et évidemment, là, on entre en conflit de valeurs important entre les valeurs qui sous-tendent, évidemment, les approches thérapeutiques de ces guérisseurs traditionnels-là, avec, évidemment, la médecine, évidemment, bien sûr, les églises, qui basaient leur présence, leur justification par une lutte mais vraiment effrénée et impitoyable envers la sorcellerie et les quimboiseries, les approches thérapeutiques de ce type-là, mais aussi avec la médecine moderne, bien entendu, et en particulier la psychiatrie, parce que, bon, je me préoccupais surtout de santé mentale. Alors, se posait, évidemment, en termes de fond là-dedans, la réflexion sur le relativisme culturel. Hein, comment peut-on se positionner, comment aborder, en anthropologue évidemment que j'étais, ces pratiques thérapeutiques, ce qu'on appelait en jargon le pluralisme médical, c'est-à-dire l'approche pluraliste des soins et des rapports à la clinique, et évidemment comment pondérer, sans tomber dans les jugements de valeur, sur les approches ou les conceptions qu'on se faisait de la santé de la maladie, les conceptions qu'on se faisait de la thérapie.
Et ça, évidemment, dans un contexte sociopolitique néocolonialiste, qui était celui des Antilles, mais qui l'est encore aujourd'hui. Les Antilles depuis le début du 20e siècle, si on veut, jusqu'à aujourd'hui, à partir du mouvement de décolonisation des Antilles françaises qui est en 1948, puis un peu avant et un peu après dans les Antilles anglophones avec le mouvement d'indépendance. Hein, les Antilles anglophones qui vont prendre leur indépendance de la Grande-Bretagne entre 1964 et 1978 à peu près. Alors des pays, des entités comme ça de population. Je réfère par exemple au cas de Sainte-Lucie, ils étaient 200 000 habitants et ils ont voté par référendum pour leur indépendance de l'Angleterre. À peu près aux même époque où nous, on réfléchissait ici à 6 ou 7 millions si on était apte à avoir une indépendance au Québec, mais enfin. Et la même chose s'est reproduite en Barbade, qui avait déjà pris aussi son indépendance par rapport à l'Angleterre et tout. Enfin, bon, bref, on aurait des leçons à tirer de l'ensemble de ces petits pays qui ont pris, acte finalement de leur capacité à s'autonomiser. Bon. Alors ça, c'est un premier élément de contexte où, évidemment, la question du relativisme culturel était omniprésente dans la relation de soins en contexte sociopolitique néocolonial. J'avais aussi un deuxième champ d'activité ou champ de recherche qui était celui des rapports entre la culture et la santé publique. Alors, j'ai travaillé beaucoup pendant 30 ans en santé publique, d'abord comme chercheur en santé publique avant d'être prof d'anthropologie. Et évidemment, quand on parle de santé publique, et là on l'a vu avec le cas de la COVID, les questions de la tolérance se posent, hein, forcément, tolérance par rapport à ceux qui refusent la vaccination, tolérance par rapport à ceux qui vont édicter des lois, des règlements pour forcer ou inciter fortement les gens à se faire vacciner ou à obéir ou à respecter les règles de distanciation physique et sociale et tout ça. Alors, donc, la culture est toujours présente, mais en même temps, dans les rapports entre éthique et santé publique, les questions morales sont là aussi. Hein, jusqu'où est-on autorisé moralement et éthiquement à passer d'une étape de l'information, informer les gens, convaincre les gens et contraindre les gens? Hein, évidemment, la santé publique, son mandat premier est d'informer les gens. Donc, bien sûr, là, personne ne va s'opposer à ça. C'est le mandat de base. Et ça va de soi. Convaincre, en mettant un peu plus de pression un peu sur les gens. Donc, c'est une information, mais un peu plus orientée et tout ça. Déjà, les problèmes sont un peu plus clairs. Et quand on arrive à contraindre, donc poser des questions, peut-on vacciner obligatoirement les professionnels de la santé, par exemple, ou dans une population, on se pose la question, éminemment morale, jusqu'où peut-on pousser des gens à avoir des comportements qui reposent sur des valeurs qu'ils ne partagent pas nécessairement. Alors, c'est un deuxième champ où la question de la tolérance était encore là, pas explicitement. Moi, j'ai abordé ça par le biais de l'éthique, hein, les enjeux éthiques, les conflits de valeurs entre un système de santé publique, par exemple, et les valeurs partagées par la population. À travers ces deux grands dossiers-là, la question de l'éthique et de la morale par rapport à la diversité culturelle, évidemment, s'imposait. On l'a vu aussi dans le cas de la COVID en particulier. Quoi faire face à, par exemple, des groupes religieux ou des groupes ethniques qui étaient un peu plus rébarbatifs par rapport aux mesures de vaccination, aux mesures de prévention, ou par rapport à des groupes religieux qui étaient carrément, dans certains cas, rébarbatifs, totalement rébarbatifs, soit à la vaccination ou soit au respect des règles interdisant des réunions en grands groupes, par exemple, pour les cérémonies religieuses. Alors, dans ce contexte-là, voilà un peu le contexte dans lequel on arrivait. Et j'avais publié, c'était en 2015, un ouvrage, académique, là, universitaire, sur les rapports entre les contributions de l'anthropologie à la morale et de l'éthique, en me basant un peu sur ces deux expériences-là, mais là, en me posant plus la question, oui, mais l'anthropologie, comme discipline universitaire, comme champ de recherche, quel est son apport, quel fut son apport à la réflexion sur la morale et l'éthique, en opposant des approches relativistes avec des approches universalistes. Alors, j'essaie de voir comment, au cours du dernier siècle, par exemple, les anthropologues se sont positionnés par rapport à tout ça. Et j'arrivais à la fin de cet ouvrage-là avec un chapitre synthèse, un chapitre de clôture, si on veut, qui posait mais vraiment carrément la question des limites du relativisme culturel. Et en me suggérant que le relativisme ne pouvait être qu'un relativisme critique et engagé. Et là, évidemment, la question de la tolérance se posait.
Mais là, il me restait à peu près comme espace une vingtaine de pages pour terminer le bouquin. L'édition, maison d'édition, ne voulait pas aller plus loin, c'était les presses Université Laval. On se disait, bon, et en même temps, j'avais une centaine de pages de notes sur la notion de tolérance. Et là, je me suis dit, bon, c'est quelque chose d'un peu trop, le sujet est trop sérieux pour bâcler ça en une dizaine de pages à la fin d'un autre livre qui, dans le fond, portait sur, ben, oui, sur la tolérance, mais enfin, sur les fondements en plus, là, à la base de la tolérance. Alors, c'est comme ça que j'arrive à me questionner sur la tolérance elle-même. Et bon, c'est que le bouquin là, que vous avez là, et qui aboutit à cette réflexion-là, qui lui aussi était un long cheminement, parce que, bon, enfin bon, bref, je ne rentrais pas dans les détails, mais publié sur le thème de la tolérance, surtout dans une approche critique, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. Ce ne sont pas toutes les maisons d'édition qui sont prêtes à nous suivre là-dedans. On est dans une société libre, c'est bien évident, mais on n'est pas... On est libre, mais il y a une liberté aussi un petit peu limitée, un petit peu contrainte selon les positions des lignes éditoriales des maisons d'édition. Ça pose parfois problème. Et bon, évidemment, le bouquin, ça finit qu'il est publié aux Belles Lettres à Paris, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, je reviens un peu à des éléments, donc, maintenant, de contexte. De la tolérance elle-même. Si on parle de la tolérance, il y a quand même un contexte général sur lequel je vais quand même m'attarder un petit peu. Alors, la tolérance, évidemment, c'est un sujet à la mode, là, on en parle, mais en termes de fond, pourquoi on en parle tant? Parce qu'il y a une multiplication des objets de la tolérance. La tolérance, maintenant, on n'est plus, tu sais, comme au Québec, par exemple, dans le village, ou un village mono-ethnique, enfin, tout le monde est du même groupe ethnique, tout le monde parle la même langue, tout le monde a la même religion, enfin, 99,9% on était baptisés catholiques, etc. On était dans un univers homogène au plan culturel. Évidemment, les choses bougent, hein, au Québec comme ailleurs. Alors là, on a un autre ethnique qui se multiplie avec la migration et avec aussi une volonté, on va voir plus loin tantôt, une volonté d'affirmation aussi de chacune de ces minorités-là. Que ce soit les Autochtones ou des minorités ethniques issues de l'immigration, il va y avoir une affirmation qui va se faire. L'autre religieux aussi est multiplié. Le nombre de religions se multiplie, les sectes se multiplient, les approches dites de spiritualité, j'ai beaucoup de difficultés avec ce terme-là, mais avec la religion, c'est clair, on sait pourquoi on est pour ou on est contre. La spiritualité, c'est plus délicat un petit peu, mais enfin. Mais l'autre sexuel aussi, hein, sexualité, bon, on n'était même pas soit homosexuel ou bisexuel, on était carrément, simplement straight, hein, point final, la question ne se posait pas. Maintenant, avec les LGBTQ et plus, moins, YZ, évidemment, il y a une multiplication de l'autre sexuel aussi. Et tous ces autres-là interpellent, évidemment, la tolérance. Évidemment, il y a un contexte qui fait en sorte qu'il y a, puis là, je ne parle même pas de la tolérance aussi par rapport à l'environnement, par rapport à la pollution. On est dans un contexte maintenant où on ne tolère plus, enfin, il y a des choses qui étaient comme acceptées de soi sans qu'il y ait vraiment des réflexions sur les inégalités sexuelles, par exemple, la répartition inégalitaire des tâches selon les sexes, la disparité salariale entre hommes et femmes, les mœurs politiques de corruption un peu. Maintenant, ça ne passe plus, quoi, pas automatiquement et pas auprès de tout le monde. Il y a un braquage qui se fait, il y a un ensemble de dossiers, de sujets qui interpellent la tolérance du citoyen. Le citoyen devient bombardé de demandes de tolérance dans toutes sortes de domaines. Pas seulement dans le domaine ethnique, le multiethnique, ou dans le domaine religieux, mais dans toutes les autres sphères de la société, on est, comme citoyens, confrontés à des gens qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas le même agenda, ou qui nous interpellent par leur questionnement, souvent, dans certains cas, vraiment très, très pertinent. Parallèlement à ça, évidemment, il y a une multiplication concomitante des dénonciations d'intolérance. Parce que là, si on ne se rallie pas aux positions de ceux qui défendent leur point de vue, religieux, ethnique, politique ou autre, évidemment, là, il y a une indignation qui s'établit. Et là, on le connaît, on le voit très bien dans les dernières années. On vit vraiment une spirale de l'indignation, hein. Je veux dire, qui va en croissant. Là, on s'indigne, on est dans une culture de l'indignation, une culture du ressentiment. Il y a comme un ressentiment de base dans la société. C'est difficile de mettre le doigt exactement sur la source ou les multiples sources de ce ressentiment-là. Mais ce ressentiment-là va se traduire, évidemment, dans les positions publiques par des dénonciations et d'une indignation violente, même radicale, là, de certains groupes, qui chacun font appel à la responsabilité morale. La responsabilité morale du citoyen qui doit s'engager pour défendre les intérêts des minorités ou des positions minoritaires dans différents domaines.
Alors, une radicalisation, donc, des appels à la tolérance. Évidemment, là, on parle beaucoup du wokisme. Hein. Bon, ils appellent woke la culture du bannissement, évidemment, qui est importante. Mais, bon, j'en parle un peu dans le bouquin, mais pour moi, c'est comme un épiphénomène. C'est pas que c'est mineur comme phénomène, c'est surtout dans le milieu universitaire. La culture du bannissement a atteint parfois des sommets d'ineptie. C'est vraiment très, très discutable. Bon, là, il y a un projet de loi qui a été présenté par le gouvernement pour essayer de garantir les libertés universitaires. Mais malheureusement, force est de constater quand même qu'au niveau de nos administrations universitaires, au niveau de nos décideurs, il y a un manque de volonté politique totale, il y a un aplaventrisme par rapport, enfin, qui est absolument non seulement injustifiable, mais inexplicable. Je veux dire, à part du clientélisme, là, mais un clientélisme qui n'est même pas là, parce que dans le fond, souvent, ce sont des discours ou des appels au bannissement de gens qui ne pensent pas comme eux, qui proviennent de gens extrêmement minoritaires, finalement. Alors, si on est vraiment clientéliste, bien là, on travaille pour la majorité, théoriquement. Mais enfin, bon, bref. Alors, à travers tout ce contexte-là, est-ce que, la question va se poser de base, là, est-ce que tout doit être toléré, tout doit être respecté, et quelles en sont les limites de cette tolérance-là, et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les appliquer. Et c'est de ça, en fin de compte, que sur quoi j'essaie de réfléchir. Évidemment, il y a deux thèmes sur lesquels je vais revenir plus tard, à la fin, celui du multiculturalisme et de la laïcité, de la religion. Mais avant, il faut quand même réfléchir un peu sur la tolérance. Quoi le sens de la tolérance? Comment, sans faire un cours, là, un grand cours philosophique là-dessus, mais quand même, ça mérite de s'y attarder un peu. Dans un premier temps, évidemment, c'est une valeur humaniste. Pour moi, la tolérance, c'est une valeur pas seulement morale, mais c'est une valeur profondément humaniste. Et son but, son objectif, est de favoriser le rapprochement entre des diversités, des groupes qui ne pensent pas, qui ne vivent pas de la même façon, qui ne partagent pas les mêmes systèmes de valeurs. Et la tolérance est comme un appel à respecter les positions différentes des nôtres dans le respect de ce qu'est cette autre personne-là. Donc, on respecte la personne comme un être humain pour ce qu'elle est, pas au nom d'idéologie ou d'enjeux politiques, pas en instrumentalisant les gens pour d'autres fins économiques ou politiques, mais en la respectant comme personne humaine qui a le droit de penser et de croire un peu ce qu'il veut. Mais évidemment, bon, c'est ça. La tolérance va être instrumentalisée pour servir différents intérêts. Dans le cas du multiculturalisme, on va le voir, ça va devenir extrêmement... et même dans le cas de la religion, ça devient très, très flagrant, finalement. Et là, il y a une première perversion de ce sens de la tolérance. La tolérance n'est plus invoquée comme un facteur de rapprochement entre les humains, mais qu'un facteur de division. On ne tolère pas. Enfin, la tolérance devient intolérance par rapport à ceux qui ne tolèrent pas ou qui ne pensent pas comme nous. Et là, c'est là on pervertit le sens profondément humaniste, à mon avis, de cette tolérance-là. Et là, on est évidemment aussi dans un contexte social de dogmatisme. Hein. Je termine d'ailleurs, le livre se termine par un appel, un plaidoyer à la nuance. Nous sommes dans une société où la nuance a très peu d'espace maintenant. La nuance est très mal vue. La nuance est comme de l'apathie, c'est comme si on avait une absence de positionnement, c'est comme si c'était des gens qui abdiquent par rapport à leurs valeurs et tout ça, alors que ce n'est pas nécessairement, mais pas du tout le cas. Par contre, la tolérance ne doit pas non plus devenir ni une acceptation passive, ni un refus de juger, ni une abdication par rapport au devoir d'intervenir lorsqu'il y a des situations qui menacent l'intégrité de l'humain à toutes sortes de niveaux. Et ça ne doit pas devenir non plus, et ça, moi, même comme anthropologue, ça ne doit pas devenir une déférence par rapport à toute diversité, c'est-à-dire un respect inconditionnel par rapport à la diversité. La diversité, elle est intéressante, je vais y revenir là-dessus, c'est fondamental, c'est le propre de l'homme d'avoir été capable de créer des milliers de cultures à travers le temps et l'espace, et de façon extrêmement originale, mais ce n'est pas parce qu'on crée de la culture que tout ce qui est créé au nom de la culture ou en tant que culture est automatiquement défendable. Évidemment, il y a des limites aussi, il y a des conditions à respecter. Il y a toujours cette citation de Martin Luther King qui m'a toujours frappé, et je pense qui résume beaucoup le débat. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. Hein, si la tolérance devient simplement l'indifférence des bons par rapport à l'intolérance, par rapport à la violence, par rapport à la discrimination, par rapport au bannissement,
ben on est mal barré, quoi. Je veux dire, la tolérance rate un peu son objectif. Très sommairement, une petite référence à Paul Ricoeur, le philosophe français, qui donnait une définition, quelques définitions, enfin c'est plus compliqué que ça, c'est un long texte, mais si je résume en quelques points, différentes notions de tolérance. Par exemple, je supporte contre mon gré ce que je désapprouve. Alors là, on a une forme de tolérance qui est imposée. On tolère, mais bon, parce qu'on n'a pas vraiment le choix de tolérer. On peut dire aussi, je désapprouve votre manière de vivre, mais je m'efforce de le comprendre. Alors ça, c'est une tolérance, mais comme effort de compréhension. On se base quand même sur la compréhension à la base. Il peut y avoir une tolérance comme respect de la liberté de l'autre. Alors, je ne suis pas d'accord, mais je respecte votre façon de vivre parce que vous avez le droit. Vous êtes libre de vivre comme vous voulez. C'est une autre forme de tolérance. La tolérance comme admission de ne pouvoir comprendre l'autre. C'est-à-dire, je tolère parce que, regarde, je jette les serviettes, je n'arriverai jamais à le comprendre. Je ne les comprends pas, mais je n'ai pas le choix ou je m'en fous, je l'accepte comme tel. Alors, il n'y a pas d'effort de compréhension. Et s'il n'y a pas d'effort de compréhension, s'il n'y a pas un investissement de soi dans la compréhension de l'autre, ce n'est plus de la tolérance. On est dans je ne sais pas quoi, mais on n'est pas dans la tolérance. Il y en a, ça, c'est des formes plus passives de tolérance. Maintenant, il y a une forme plus positive de tolérance qui est j'approuve toutes les manières de vivre pourvu qu'elles ne nuisent pas. Alors ça, c'est toléré comme acceptation de l'autre dans la seule limite de ne pas nuire. Alors, c'est un peu ce que les éthiciens ont appelé l'éthique minimaliste, là. Alors, on accepte tout à condition que ça ne nuise pas aux autres. Bon. Mais là, il y a une nouvelle. Moi, j'en rajoute une par rapport à la liste de Ricoeur, qui ne fait pas de façon d'ailleurs exactement cette séparation-là entre tolérance passive et active. Mais c'est la tolérance militante, et ça, c'est une forme de tolérance qui prédomine maintenant, qui tend à s'imposer. C'est-à-dire, je reconnais la valeur intrinsèque de toute croyance ou pratique, mais j'ai aussi une responsabilité sociale, morale, de dénoncer publiquement tout entorse au respect qui leur est dû. Là, c'est le militantisme qui fait la promotion de la diversité. C'est cette forme de tolérance militante qui tend à dominer dans l'espace public aujourd'hui. Alors, on est comme aux deux antipodes, une tolérance passive. Alors, j'accepte parce que soit je n'ai pas le choix ou bien parce que, oui, je vais faire un petit effort de compréhension, mais bon, même si je comprends, je n'accepterai pas, je ne partage pas vraiment ces valeurs-là. Et à l'autre bout du spectre, on a une tolérance militante. Je ne comprends pas, mais j'approuve parce que j'ai le devoir, mais vraiment un devoir militant, de m'engager socialement à la faire accepter à tout le monde. Alors, vous voyez, il y a des nuances. Il y a beaucoup de nuances dans cette tolérance-là. Et malheureusement, quand on parle de tolérance, on a un peu de difficulté à préciser un peu les termes et les contextes à quel type de référence, quel type de tolérance on réfère finalement. Lévi-Strauss parlait d'une tolérance dynamique. Lui, dans sa notion de tolérance dynamique, il référait au potentiel de création de culture qui est dans l'humain et la culture elle-même. La culture n'étant pas nécessairement une sommation de pratiques ou de croyances, etc. La culture est un potentiel, c'est une dynamique. Une dynamique, un pouvoir de création de sens du monde dans lequel on vit. Peut-être un sens religieux, un sens politique, etc. Mais c'est un potentiel de création de sens. Donc, la tolérance, pas la tolérance, mais la culture, elle est dynamique. Et si cette culture-là est dynamique, la tolérance, elle doit l'être aussi. Donc, la tolérance doit être une dynamique de promotion de la diversité. Mais même là, Lévi-Strauss va mettre des bémols. Michael Walzer aussi, qui est un grand défenseur de la diversité aussi, va mettre des bémols en disant « tolérer ne signifie pas acceptation automatique de toute différence ». Et ça, là-dessus, Lévi-Strauss a des mots, je donne des citations de lui, mais il est très, très clair là-dessus, il est très violent là-dessus. La tolérance ne commande pas le respect inconditionnel de l'autre. Et c'est l'abstention, peut-être même on peut poser la question, est-ce que l'abstention de critique n'est pas en soi un manque de respect? Le fait de ne pas considérer l'autre suffisamment apte à défendre sa position. Et là, est-ce qu'on n'est pas dans le paternalisme ou même dans une forme de colonialisme culturel, en fin de compte, en disant il faut respecter la différence, on la respecte parce qu'elle est là. Mais comme si l'autre, ethnique ou religieux ou politique, que cet autre-là n'était pas apte à se défendre et à défendre ses positions, alors qu'il est parfaitement apte à argumenter à ce moment-là. Dans la position de Lévi-Strauss, il utilisait souvent la notion du double standard. Il faut éviter de tomber dans le double standard, c'est-à-dire juger comme étant acceptable quelque chose dans une société qu'on jugerait totalement inacceptable dans la nôtre.
Et là, dès qu'on tombe dans le double standard, et ça, souvent, les anthropologues sont tombés là-dedans, mais vraiment à bras raccourcis, c'est comme Obélix dans Potion magique, là. C'est vraiment, écoute, il faut vraiment respecter cette différence-là. Bon, et ce qui est acceptable ailleurs, ou ce qui est acceptable chez nous, on ne peut pas le transposer ailleurs. Hein. C'est les bases d'un radicalisme, un relativisme assez radical. On ne peut pas transposer ces critiques-là. Alors, le double standard, même Lévi-Strauss disaient qu'il faut être prudent par rapport à ça. Non, le double standard peut mener à des abus, à des dérives, des dérapages. Dans ce sens-là, la tolérance, ça peut être immorale. D'une valeur morale, mais elle peut devenir immorale si elle sert de justification du non-respect des droits de l'homme. On le voit très fréquemment dans les cas des dictatures, par exemple, ou de pays autoritaires, qui vont dire « Qui êtes-vous de l'extérieur pour venir juger nos comportements? Nous revendiquons le relativisme, nous revendiquons une tolérance par rapport à nos pratiques. Chez nous, ce sont nos normes. » Alors, même si nos normes impliquent la torture, l'interdiction d'aller à l'école pour les filles, l'emprisonnement pour opinions délictuelles, etc., bon. Et alors là, il y a une instrumentalisation de la tolérance qui est proprement immorale. Si elle sert à brimer, à faire des empiètements, à légitimer les empiètements sur les droits fondamentaux de l'humain, bien, la tolérance devient immorale. Il y a une instrumentalisation immorale de cette valeur humaniste. Alors, pour Robert Marcuse, il disait même que lui, Marcuse disait que ça pouvait être une tolérance destructrice. Alors, la neutralité bienveillante, l'indulgence, l'indifférence, c'est pas ça. Ça peut mener à la destruction si, justement, elle ne sert pas de balise pour éviter qu'il y ait des exactions absolument injustifiables. Alors, ma remarque, c'est que la tolérance ne prendra sa pleine mesure en tant qu'horizon de l'humanisme que lorsqu'on tolérera des limites à la tolérance. Alors, mais évidemment, quelles sont ces limites? Où les mettre? Comment les définir? Définir par qui? Alors, moi, dans ma tête à moi, et dans plusieurs publications que j'ai faites là-dessus, c'est l'éthique de la discussion, pour moi, qui est fondamentale. Une discussion éthique, enfin, sans référer à l'éthique de la discussion d'Habermas, mais une discussion qui est proprement éthique et démocratique, c'est-à-dire une discussion qui implique la participation du plus large spectre d'opinions et de partis et de groupes d'intérêts dans le but d'arriver à un consensus. Enfin, un consensus parfait, c'est impossible, là, mais dans le but d'arriver à quand même un certain consensus. Quelle que soit la position qu'on prendra là-dedans, ce qui est fondamentalement incontournable, et ça vraiment c'est une position d'anthropologue, mais je pense que plusieurs personnes, plusieurs autres disciplines peuvent la revendiquer, c'est le plaidoyer pour un relativisme méthodologique. Celui-là, pour moi, il est incontournable. Alors, j'ai mis un petit peu de texte, là, je m'excuse, mais... Alors, aucun jugement de valeur ne peut être porté avant une analyse sérieuse, complète et sans préjugés des conditions de vie et du contexte social, historique, culturel et politique dans lesquels cette pratique sociale-là s'inscrit. Donc, il faut absolument, sérieusement, chercher à comprendre avant de juger, le plus objectivement possible, en recourant aux meilleures méthodes d'observation, de recherche, etc. Ça, c'est fondamental. Quelle que soit la forme de tolérance qu'on aura, il faut qu'elle repose sur le relativisme méthodologique comme tel. Mais ceci dit, comprendre ne veut pas dire nécessairement accepter. Il y a une marge. C'est là qu'est souvent l'erreur qui est faite dans les réflexions sur la tolérance. C'est pas parce qu'on essaie de comprendre quelque chose qu'automatiquement on dit oui, on l'a compris, donc on peut le faire. C'était l'erreur, entre autres, qu'un anthropologue culturaliste américain, Melville Herskovits, avait fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Herskovits, qui était un leader du relativisme, disons, assez radical, qui avait fait une déclaration, il était président de l'association, l'American Anthropological Association, et il avait fait une déclaration à l'effet qu'écoutez, les nazis, il faut les comprendre. Il faut faire un effort de compréhension. Évidemment, quelques années au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça ne passait pas vraiment. Là, bon. Et ça a contribué à discréditer en bonne partie l'anthropologie à cette époque-là. Évidemment, il y a d'autres anthropologues qui ont réagi et qui ont embarqué dans le débat en disant, mais écoute, là, non, quand même, on peut très bien, oui, on peut comprendre les nazis. Hannah Arendt a fait un excellent travail pour comprendre la logique du nazi, qui obéit aux ordres, qui est dans un univers où finalement il finit par croire ce qu'il fait, ce qui est vrai aussi dans certains partis politiques, dans certaines sectes religieuses, ou comme on veut. Mais de l'extérieur, lorsqu'on fait une réflexion sur la tolérance, c'est pas parce qu'on a compris pourquoi un nazi a agi comme ça qu'on va tolérer son agissement, ou qu'on va s'empêcher de juger. Comprendre n'est pas
ne légitime pas l'absence de jugement, même de jugement radical sur ce qui a été fait. Sinon, il s'agirait juste de dire, bien, on comprend tout le monde, et puis là, on laisse tout aller, et tout devient acceptable, à partir du moment où on a fait un effort de compréhension. Mais l'effort de compréhension, il est obligatoire au départ. Mais il n'est pas, c'est une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante pour juger de l'acceptabilité de certaines pratiques sociales. Je prends le cas un exemple de respect des traditions. Le respect des traditions, pour moi, ce n'est pas un principe éthique. Souvent, c'est invoqué quasiment comme un principe éthique. Il faut respecter les traditions. Il faut poser quand même un certain nombre de questions par rapport aux traditions. Parce que là, les traditions-là, elles ne vivent pas dans des groupes homogènes, des groupes ethniques homogènes, où tout le monde partage la même opinion dans tout ça. Mais non, on est dans des situations où il y a des rapports sociaux asymétriques, inégalitaires. Alors, il faut poser des questions comme anthropologue, entre autres. Cette tradition opprime-t-elle systématiquement certains sous-groupes? Il y a certaines traditions que, oui, c'est le cas. Est-ce que cette tradition-là engendre plus de conséquences négatives que de bénéfices pour les individus ou pour le groupe, pour la collectivité? Est-ce qu'elle implique la coercition sur les individus ou les individus? Quels sont les intérêts qui sont servis par le respect des traditions? Parce que les traditions sont souvent défendues par des leaders ethniques ou religieux qui défendent les traditions. Ils se présentent comme les grands défenseurs des traditions, mais des traditions qui souvent, on le voit dans le cas du catholicisme, les traditions ont quand même servi les intérêts des empires colonialistes, des royautés, d'une Église corrompue pendant des siècles, et ça donnait à des exactions vraiment absolument inacceptables par rapport à la population. Alors, quels sont les intérêts qui sont servis? Qui a intérêt à ce que les traditions survivent? Qui les définit, ces traditions-là? Les anthropologues, entre autres, les anthropologues intéressants qui ont travaillé en Inde en particulier, mais qui ont fait l'analyse justement de l'évolution de ces traditions-là. On voit qu'il y a des traditions qui sont traditionnelles le siècle d'avant, le siècle d'après, ils ne sont plus, puis d'un siècle à l'autre, les traditions, ils changent. Donc, les traditions, ça n'est pas donné, c'est pas éternel. Les traditions vont évoluer aussi au gré de l'évolution d'une société. Évidemment, souvent, il y en a qui vont évoluer plus lentement que d'autres. Il y en a qui vont évoluer de façon plus large que d'autres, mais ça bouge des traditions aussi à quelque part. Qui les fait bouger et qui les empêche de bouger? Qui bénéficie du changement dans les pratiques culturelles et à qui profite le statu quo? Parce que le respect des traditions, évidemment, ça défend un statu quo dans les rapports sociaux inégalitaires. Et si la tolérance, à ce moment-là, sert à simplement justifier, à légitimer des rapports sociaux inégalitaires, bien là, on est mal barré, quoi. Je veux dire, on n'est plus vraiment dans une valeur humaniste, là. Enfin, on perd de vue certains de ces éléments-là, c'est clair. Alors, moi, le plaidoyer que je fais, c'est la tolérance, elle doit d'abord, oui, elle doit reposer sur un socle relativiste, certainement un relativisme méthodologique à la base, mais aussi, la tolérance, elle doit être au service d'un projet de société, un projet de société qui va viser à défendre des droits fondamentaux. Alors, c'est les droits de l'humain, soit avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, vous pouvez aller consulter évidemment les articles, là. Traiter les humains également de façon non discriminatoire, sans esclavage, sans la torture, les emprisonnements arbitraires, etc. Bon, tous les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour moi, on ne peut pas avoir de tolérance si on ne respecte pas ça à la base. Et là, on n'a pas la place ici pour faire un long débat sur les droits de l'homme, parce qu'il y a plein de gens qui ont écrit en disant que c'est de l'impérialisme culturel, etc. Ce qui, à mon avis, est totalement déjanté. Là, c'est des gens qui ont perdu complètement contact avec l'origine, les groupes, les représentants des 60 pays qui ont travaillé à l'élaboration de la Charte des droits de l'homme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui provenaient d'ailleurs de tous les pays, même si c'était à l'initiative des États-Unis et de la France, mais qui provenaient beaucoup des pays africains, de l'Asie et tout ça. Alors, c'est de dire que c'est de l'impérialisme culturel, c'est du grand n'importe quoi. C'était l'opinion aussi d'Amartya Sen, qui a travaillé sur une autre variante des notions des droits humains, la notion des capabilities en anglais, traduit en français par capabilité, qui est un beau néologisme. En fait, des compétences. Amartya Sen et Martin Nussbaum vont défendre cette position-là. Au-delà des droits de l'homme, qui sont des droits, en notion de droit, il faut défendre aussi l'accès de l'humain à des compétences, à un potentiel qu'il a de réaliser sa vie comme il l'entend,
autant que dans le respect, évidemment, des normes de la société dans laquelle il va vivre. Et dans ce cas-là, Amartya Sen, lui, grimpe dans les rideaux quand on dit que les droits de l'homme ou les capacités relèvent simplement, c'est de l'impérialisme des pays occidentaux. Lui qui est indien à la base, non, indien de l'Inde, j'entends. Bien sûr, là, on est absolument en désaccord avec ça, en disant que d'ailleurs, les théories sur les droits de l'homme et les théories sur les capacités ont été théorisées, développées essentiellement par des intellectuels qui viennent de l'extérieur de l'Occident, quelque part. Allons maintenant sur le dossier multiculturaliste. Là, ici, il s'agissait, mais hyper rapidement, de présentation très, très sommaire de la tolérance. Juste pour montrer que c'est compliqué. Il n'y a pas une définition en 2 lignes de la tolérance. Elle se décline dans toutes sortes de figures. Elle peut reposer sur toutes sortes de conditions, toutes sortes de manifestations. On peut la critiquer, mais à quelque part, il faut donc avoir une perspective critique par rapport à cette tolérance-là. Je vais y revenir en conclusion. Prenons un dossier, un champ d'application de la tolérance, mettons celui du multiculturalisme. Alors, il y a des politiques multiculturalistes, évidemment, qui ont été implémentées, installées, opérationnalisées un peu partout, au Canada, bien entendu, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, bon, en Suède un peu, bon, et tout ça. Et ça n'a pas été nécessairement des grandes réussites. Quand on regarde les publications depuis une vingtaine d'années, qui font le bilan des politiques multiculturalistes et qu'on confronte les objectifs de base. Les objectifs de base qui étaient offrir la liberté de choix identitaire plutôt que l'assimilation aux nouveaux migrants. Essentiellement, c'est les nouveaux migrants. Tolérance, célébration de la différenciation. Encouragement à reproduire les identités ethniques. Ça, c'était les objectifs au départ. Permettre à chacun des groupes ethniques de s'exprimer à travers leur identité ethnique, de l'assumer, et que la société d'accueil, évidemment, accepte cette diversité-là. Non seulement l'accueil, mais en fait, sa célébration, à la limite. Au Canada, c'est vraiment le but dans la loi sur le multiculturalisme. On était vraiment dans la célébration de la diversité. Et plus la diversité est minoritaire, plus on doit la célébrer. Bon, la majoritaire, bon, ça, c'est comme peu important, quoi, finalement. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec le Code du Québec, Société fondatrice du Canada. Ça méritait pas vraiment. Bon, on était mis au même point d'égalité, même pied d'égalité à peu près que tous les autres groupes, toutes les autres minorités ethniques, quelque part. Alors, il y avait un hiatus entre ces objectifs louables des politiques multiculturalistes et quand on regarde 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, où on en est rendu dans ces pays-là, bien, il y a une exacerbation des tensions identitaires, au niveau religieux, mais au niveau en particulier interethnique. Et, bon, on constate, la plupart des auteurs, beaucoup d'auteurs qui ont réfléchi de façon sérieuse avec des études de cas, en particulier en Grande-Bretagne et en Allemagne, là, il y a eu des lectures très critiques qui ont été faites. On dit, bon, regarde, ces politiques multiculturalistes-là, en dépit des beaux objectifs, des idéaux qu'on en avait, bien, ça a plutôt favorisé le repli identitaire, le développement des communautarismes, une balkanisation des groupes ethniques, puis une transformation des populations en communautés ethniques. Alors ça, c'est fondamental, et je vais y revenir un peu plus là-dessus aussi. Là. On n'est pas simplement face à des populations immigrantes, ce qui était le cas au départ, mais on y est rendu avec des communautés ethniques. Et dans le cas de la Grande-Bretagne, je pense que je ne l'ai pas mis ici. Non, je ne l'ai pas mis là-dedans. Dans le cas de la Grande-Bretagne, entre autres, ce que les gens ont analysé, ils prenaient le cas des Bengalais, par exemple, Bengalis. Alors, les gens arrivent du Bengale, sont immigrants, etc. Ils arrivent, bon, il y a des Bengalis musulmans, hein, mettons. On prend le cas des musulmans. Ils arrivent là, ils s'installent, et eux, ils veulent être reconnus comme Bengalais. Et le gouvernement britannique a une politique multiculturaliste qui dit « Ouais, mais regarde, vous faites partie d'une communauté, vous êtes musulmans, mais il y a aussi d'autres musulmans. Il y a des Nigériens musulmans, il y a des Algériens musulmans, il y a des bons, etc. » Plusieurs groupes. Et là, émerge la notion de communauté musulmane. Et là, les Bengalais se trouvent, mais disent « Mais non, mais moi, je ne veux pas être identifié comme un musulman, je suis un Bengalais. » Puis même chose, enfin, le Marocain peut dire la même chose, le Nigérien peut dire la même chose. Parce que là, évidemment, on est face à des dizaines et des dizaines de pays où il y a des minorités musulmanes importantes ou des majorités musulmanes. Et ces gens-là se trouvent confinés dans une identité religieuse dont ils ne veulent pas du tout, mais qui a été créée de toutes pièces par la politique multiculturaliste. Puis on va voir un peu comment.
Oui, je vais y passer un peu. Là. Il y a une double dynamique qui s'inscrit, avec laquelle ça va passer. Comment on va créer, on va construire des communautarismes, finalement. Il y a une dynamique extérieure à la communauté, à la population immigrante, bien sûr. Alors, évidemment, le racisme, le rejet. Hein, mettons, on prend le cas des Haïtiens. Les Haïtiens arrivent ici dans les années 60, 70, en particulier les années 70, en masse. Alors là, évidemment, il y a un racisme qui est latent, qui est présent. Donc, il y a un rejet de l'autre. Évidemment, le rejet de l'autre amène l'autre à s'identifier comme autre noir, comme autre migrant, comme autre antillais, etc. Bon, ou créolophone, ou... bon, enfin, bref, il n'a pas l'embarras du choix. Donc, cette crainte de l'autre-là fait partie d'une dynamique de la communauté d'accueil, la société d'accueil. Il y a une instrumentalisation économique des migrants aussi. On va les utiliser pour des raisons économiques. D'ailleurs, c'est toujours en termes de fond. Hein. Les politiques migratoires, ça a toujours un but économique. Oui, on veut rétablir la pyramide des âges pour s'assurer qu'il y ait des gens qui vont travailler. Là, on est en pénurie de main-d'œuvre actuellement. Bien là, on va chercher dans l'immigration de la main-d'œuvre. C'est toujours une question de main-d'œuvre. L'immigration n'est jamais faite. Bon, oui, il y a un volet humanitaire. Là. On va accueillir, comme là, des Ukrainiens, les Vietnamiens, à un moment donné, une certaine période. Des Haïtiens, quand il y a eu, évidemment, les problèmes de tremblement de terre en Haïti. Mais c'est une partie congrue de l'immigration. Le gros de l'immigration, c'est l'immigration économique. Elle a des définitions, des critères économiques et elle a des fonctions économiques à remplir. Alors ça, c'est une partie de la dynamique. Il y a aussi des constructions des communautés ethniques et religieuses par l'État. C'est là l'exemple des Bengalais là, en Grande-Bretagne et des musulmans en Europe, d'ailleurs. Hein. Parce que là, avec l'étiquette musulmane, maintenant, vous n'avez plus vos origines ethniques. Ça a été analysé en détail par des gens en Belgique, entre autres en France, dans des banlieues. Sont regroupés sous étiquette musulmane des gens qui proviennent de toutes sortes de pays, de toutes sortes de traditions, même de langues différentes et d'origines nationales complètement différentes, mais sur laquelle on va mettre une étiquette, hein, musulman. Donc, une adhésion forcée des migrants à ces communautés-là, en dépit de leur protestation. Ici, au Canada, il y a le cas de Neil Bisunda, qui est un des grands écrivains canadiens, à mon avis, là, qui écrit beaucoup sur le multiculturalisme aussi. Mais Bisunda est un Trinidadien d'origine. Hein. Il est originaire de Trinidad-Tobago. Il arrive au Canada, et lui, il se définit comme étant un Trinidadien, en forçant, oui, OK, comme un Antillais, mais pas comme un Noir. Il ne veut rien savoir étiqueté comme un Noir. Non, je suis un Trinidadien, moi, là. Et là, dans les politiques multiculturalistes, il y a aussi cette raciation-là. La raciation devient un des mécanismes de création aussi de communautés, mais là, de communautés par la couleur. Comme les musulmans vont servir de base création de communautés sur une base religieuse. Donc, ça, c'est une première dynamique qui est à l'intérieur de la société d'accueil elle-même, basée sur un certain ethnocentrisme, un peu une dose de racisme aussi, une fermeture à l'autre, et évidemment un jugement de valeur qu'on va poser sur les migrants, et un processus élaboré par l'État multiculturaliste lui-même qui va viser à étiqueter ces gens-là. Il y a aussi une dynamique intracommunautaire, et ça qui est très peu étudié. Moi, j'ai vu très peu de choses là-dessus. Moi, je l'ai étudié dans une recherche que j'ai menée. Mes recherches doctorales étaient sur l'immigration haïtienne au Québec. Et j'ai travaillé sur ce processus-là que j'appelais de l'ethnicisation. Comment un groupe d'immigrants arrive et ils vont finir, en l'espace de 10, 15 ans, 20 ans, par se constituer en communauté haïtienne. Parce que c'était pas évident, là. Parce qu'il y a des Haïtiens là-dedans qui étaient des professionnels de la santé, surtout c'est arrivé dans les années 60. Dans les années 70, c'est des travailleurs, des chauffeurs de taxi, des gens pas scolarisés, très peu éduqués en général, qui vont travailler comme cheap labor dans toutes sortes de secteurs manufacturiers et tout ça. Donc, et en même temps, des protestants et des catholiques à travers tout ça, des vaudouisants, des anti-vaudouisants, des duvaliéristes, des anti-duvaliéristes. C'est une communauté extrêmement éclatée. Il y avait des tensions, des divisions, des dissensions à l'intérieur de cette communauté-là qui étaient extrêmement fortes. Mais progressivement va émerger, à travers ce processus d'ethnicisation-là, la notion d'une communauté haïtienne. Il va y avoir des épiceries haïtiennes, des postes de radio haïtiens, des associations haïtiennes, des regroupements haïtiens, des postes de télé haïtiens. Vraiment, il y a un marché des services ethniques qui va s'installer et qui va conforter ce sentiment
d'appartenance ethnique aussi. Mais ça, c'est une dynamique qui est créée par des leaders à l'intérieur de la communauté haïtienne. Ça, c'est pas le résultat exclusivement d'une pression extérieure. C'est pas simplement la dynamique extérieure à la communauté, mais une dynamique qui est propre à la communauté. Ce qui serait intéressant de faire, c'est des analyses comparatives pour voir quels sont les différents processus d'ethnicisation qu'ont connus différentes communautés ethniques au Québec, à Toronto, à Paris, à New York, etc. Chacun vit... Il y a des communautés ethniques qui se créent spontanément, très rapidement, d'autres populations, des populations migrantes, mettons polonaises ou autres, qui ont tendance à se dissiper dans la société, sans nier nécessairement leurs origines ethniques, mais sans qu'il y ait création de véritable communautarisme. Une communauté proprement identifiée et militante. Est-ce que c'est le rôle des leaders de ces communautés-là? Est-ce que c'est un facteur des groupes plus facilement adaptables à la communauté? Je ne sais pas. Mais il est clair qu'à quelque part, on ne peut pas comprendre cette dynamique d'ethnicisation-là sans faire référence donc à cette double dynamique, interne et externe, mais en particulier interne au groupe. Le rôle des leaders intra-ethniques de chacune des communautés est majeur là-dedans. Et là, ils vont avoir un interlocuteur majeur du côté du gouvernement, des politiques multiculturalistes, qui ne dépendent pas mieux. Ils demandent d'avoir des interlocuteurs. Bon, qui peut parler au nom des Haïtiens, là? Alors là, on dit, on veut faire de quoi? Bon, que ce soit la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, la fédérale, on veut élaborer une politique X là, pour la communauté haïtienne. Bon, quels sont les porte-paroles haïtiens? Le gouvernement a besoin de porte-parole. Il a besoin de parler à quelqu'un qui parle au nom d'eux. Alors évidemment, il va y avoir une petite querelle interne. Il y a des gens qui vont avoir intérêt à vouloir se positionner. Certains vont arriver à se positionner comme étant les interlocuteurs et ils vont prendre beaucoup d'espace. C'est la même chose dans les communautés musulmanes, c'est la même chose dans plein d'autres communautés. Des communautés à l'intérieur de laquelle plusieurs personnes ne se reconnaissent pas. Il y a plusieurs Haïtiens qui refusent de s'identifier à l'intérieur de cette communauté haïtienne-là. Plusieurs musulmans, et on l'a vu dans le cadre de la loi 21, là, au début, quand il y avait tous les débats, il y avait des lettres intéressantes qui étaient publiées dans le journal, dans les quotidiens, par des musulmans qui disaient, bien, nous, on refuse l'étiquetage musulman. On est algérien, on est marocain, on est nigérien, je ne sais pas quoi, on est immigrant ici, on refuse l'étiquette musulman, on refuse toute étiquette religieuse d'ailleurs. Au forçat, identifiez-nous selon notre pays d'origine, peut-être, mais même à ça, nous, ce qu'on souhaite, c'est être Canadien. Bon, même pas québécois, mais ça, c'est un autre débat. Mais on souhaite être Canadien. On ne souhaite pas être musulman, être nigérien. On veut être Canadien. Et pourquoi vous nous forcez à nous identifier à une communauté ethnique? Peut-on avoir le choix, peut-on avoir la liberté de s'identifier ou de ne pas s'identifier à une communauté? Est-ce que ce n'est pas ça la véritable liberté? Est-ce que ce n'est pas ça la base de la tolérance, de tolérer qu'un membre d'une communauté ethnique refuse de s'identifier à sa communauté dite d'appartenance et de souhaiter plutôt s'assimiler? Bon, s'assimiler est un terme très connoté, c'est trop fort. Mais choisir, par exemple, de dire, moi, je veux m'identifier plutôt comme Québécois, comme Canadien, plutôt que comme Nigérien, si je suis originaire du Nigeria. Et là, c'est là qu'il y a les limites de la tolérance aussi. Tolérer, c'est aussi tolérer l'indifférence à la différence. Et surtout au processus de différenciation. On ne veut pas d'un processus de différenciation. Et ça, souvent, ces discours-là, qui sont pourtant très répandus à l'intérieur de plusieurs des communautés ethniques, bien, ils sont minoritaires. Enfin, ils sont minoritaires. Ils sont minorisés parce que ce n'est pas le discours des leaders intra-ethniques, leaders traditionnels ou leaders politiques ou leaders religieux à l'intérieur de ces communautés-là, qui sont les interlocuteurs avec l'État, ou avec la municipalité, ou avec... etc. Il y a deux processus, et là je m'excuse pour le jargon, là, mais bon, j'ai de la difficulté à trouver des termes autres que ça. Mais il y a deux problèmes à la base à travers ces deux dynamiques-là, de façon transversale à ces deux dynamiques intra- et extra-communautaires. Processus de réification culturelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Réifier, c'est objectiver, hein? Faire un objet. Ramener une personne à un objet qui a des caractéristiques, qui a des vertus à lui. Alors, réduire les ethnocultures à une liste de traits culturels aisément identifiables. Des traditions, des habitudes alimentaires, des croyances. Des marqueurs identitaires qui, on va dire, ils sont marqués une fois pour toutes. Tu sais, ils sont donnés une fois pour toutes
par la culture et le pays d'origine. Un Haïtien, il arrive ici, il est vaudouisant. Ben non, il y a plein d'Haïtiens qui ne sont pas vaudouisants. Ben non, mais vaudou, Haïti, c'est le vaudou, voyons donc, c'est ça. Oui, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, mais dans le fond, ils le sont parce qu'ils ont vécu dans cette culture-là, ce qui est totalement aberrant pour quelqu'un qui connaît Haïti, quelqu'un qui connaît les communautés haïtiennes. Donc, une réification qui va caricaturer l'autre aisément différenciable, parce qu'à partir du moment où tu dis que l'haïtien ou le musulman, ben c'est ça. C'est voilà, ces traditions-là, c'est cette langue-là, c'est ces habitudes-là, ces habitudes culinaires, vestimentaires, ces valeurs-là. Tu fais un genre de listing, des caractéristiques de ces gens-là, qui sont définies comme étant des caractéristiques immuables et propres, partagées par tous les membres de cette communauté-là. Et ça, c'est le deuxième processus d'essentialisation ethnoculturelle, qui là postule que, sans exception et sans contestation, chacun des membres d'un groupe ethnoculturel partage et valorise les mêmes marqueurs culturels intégralement, sans nuance, ni ajustement, et surtout pas sans contestation. Alors que dans le fond, ces marqueurs identitaires-là sont fortement contestés à l'intérieur de chacune de ces communautés-là qui ont été créées par les politiques multiculturalistes. Alors, ces deux processus qui servent autant les intérêts de la société d'accueil, parce que ça facilite les choses, voilà, c'est des communautés, ils sont toutes dans des boîtes, bien séparées les uns des autres, avec un listing de caractéristiques, et ils sont tous comme ça, puis ils vont toujours être comme ça, fait que c'est clair, les choses sont simples. Donc, on nie toute la liberté à l'intérieur de ces communautés-là, pour les gens qui vont vouloir contester le fait de se faire imposer des caractéristiques, des marqueurs ethnoculturels de ce type-là. C'est bien rapide, là. Petit mot quand même sur la religion. Tolérance critique et religion. Position de base que je défends là-dedans, c'est... bon, d'abord, peut-on ne pas croire? Oubliez ça. Non, tout le monde croit. Même croire qu'on ne peut pas croire, c'est déjà croire à quelque chose. On n'en sort pas. La croyance, elle est là pour rester. Ce n'est pas l'enjeu. Moi, je pense que tous les débats sur doit-on tolérer des croyances religieuses, c'est des débats qui... croyances religieuses ou autres, ben là, on parle de la religion, c'est voué à l'échec. Les gens vont croire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Certains d'entre nous peuvent penser que c'est déprimant. Quand est-ce qu'on va en sortir? Mais pourquoi qu'on n'en sort pas? Mais bon, bref. Mais c'est comme ça. Pour moi, la tolérance, elle doit être totale par rapport aux croyances religieuses. Si quelqu'un veut croire que, regarde, oui, la Vierge Marie, c'est Immaculée Conception, bon, mais regarde, c'est de ses affaires. Je veux dire, même si c'est indéfendable, c'est indémontrable, c'est la foi. Puis on ne peut pas rien faire contre la foi, parce que par définition, on la soustrait à la démonstration. Fait que là, à partir du moment où tu soustrais au débat, tu soustrais à la démonstration, et tu soustrais une croyance à tout argumentaire, bien, il n'y a plus rien à faire. Donc, le débat est mort-né. Mais c'est pas grave. Quelqu'un peut croire ce qu'il veut, sauf lorsque la religion veut s'immiscer dans les politiques publiques. Lorsque ta croyance religieuse, tu veux l'imposer à la majorité, en forçant des projets de loi, en tordant des projets de loi, en faisant de la pression politique, comme on voit aux États-Unis avec le dossier de l'avortement, par exemple. Tu peux croire, toi, tu peux être contre l'avortement au nom de valeurs religieuses ou au nom de valeurs séculières, d'ailleurs. Il n'y a pas rien que des valeurs religieuses qui s'opposent à ça. Mais pourquoi vouloir l'imposer à tout le monde? Je veux dire, là, on n'est plus dans la même histoire. Tu peux le faire, tu peux accepter, tu peux être contre l'avortement toi-même et dire, évidemment comme femme, je refuse l'avortement parce que ça va contre mes valeurs. Mais vouloir l'imposer à l'ensemble, à 100% de la population qui ne partage pas nécessairement, dont seule une minorité partage tes valeurs, bien là, on est dans une dictature. Là. On est en mode dictature culturelle, une dictature des valeurs. Et là, proprement dans le cas des républicains, une dictature religieuse, là, totalement à ce moment-là. C'est le cas de l'avortement, c'est le cas du mariage homosexuel, s'opposer à ça. Quand la religion devient un facteur de risque en santé publique, évidemment, ce n'est pas le cas de l'Église catholique, parce que le pape François, il était très clair là-dedans, il faut respecter les normes sanitaires. Bon. Alors, la position du Vatican était très, très claire. Par contre, plusieurs évêques, plusieurs cardinaux se sont opposés violemment
au pape François en disant non, nous autres, on a le droit d'aller à la messe. Même si on est 500, on va à la messe. Non, et le port du condom, c'est interdit, puis tatata, puis le mariage homosexuel, on oublie ça. Alors, vous connaissez, pour ceux qui suivent un peu le débat, la guerre intestine qu'il y a à l'intérieur du Vatican maintenant, c'est une guerre civile. Hein. Une guerre civile de certains cardinaux de droite, dont des cardinaux américains en particulier, contre le pape lui-même, qui avait des positions un peu plus avant-gardistes. En tout cas, qui a essayé d'aller le plus loin qu'il pouvait dans des positions avant-gardistes, en dépit de l'arrière-garde, mais arrière-garde, on parle de plusieurs siècles en arrière, là, à l'intérieur, chez plusieurs cardinaux. Là. Les médecins qui refusent l'aide médicale à mourir, alors ça pose des méchants problèmes, ça. Il a le droit, lui, d'avoir ses valeurs, de ne pas partager ça, mais à partir du moment où il y a une loi qui dit on a le droit, on a accès, ton patient a accès à l'aide médicale à mourir, de refuser de donner accès à ton patient, il y a un problème déontologique de base, il y a un problème d'éthique fondamental. Mais là où ça dépasse vraiment les bornes, c'est quand ce médecin-là refuse même de référer ton patient à un autre médecin qui, lui, est ouvert à l'aide médicale à mourir. Là, c'est carrément un sacrilège, séculier. C'est vraiment, là, c'est absolument inacceptable. Un pharmacien qui refuse de prescrire la pilule contraceptive à une femme en disant « Moi, je suis contre l'avortement, donc la contraception, c'est un avortement, donc non, no oui. » Au nom de la religion, autrement dit, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, mais moi, je pense que la limite de la tolérance, c'est de tolérer que les croyances de certains veulent s'imposer à tous par le biais de politiques sanitaires, sociales ou familiales, donc dans des projets de loi, voire dans des constitutions qui vont servir de guide, de balise à l'ensemble de la population, les athées, mais même ceux qui croient à autre chose que la religion catholique ou autre là, en question. Dans la laïcité de l'État, bien là, évidemment, c'est un autre gros débat. C'est comme la religion, en fin de compte. Là. On est dans une mouvance de laïcité ouverte. Alors, ma position est un peu, que je défends un peu dans le bouquin, c'est la laïcité ouverte, c'est de l'abdication. Hein, parce que la laïcité ouverte, c'est, en gros, bon, évidemment, il y a plusieurs variantes, là, il y a plusieurs positions à l'intérieur, mais si on schématise, c'est la neutralité religieuse. Il faut être neutre. On n'impose pas une religion aux autres, on est neutre. Toutes les religions sont mises sur un pied d'égalité. Sauf que les religions ne sont pas mises sur un pied d'égalité avec la laïcité ou avec l'athéisme. L'athéisme, c'est comme, on n'en parle pas. L'athéisme, ce n'est pas une religion. Fait qu'on est neutre par rapport à toutes les religions, mais l'athéisme, on n'est pas neutre. Alors que ça formerait l'athéisme, ça serait la 4e religion au monde en termes numériques. Là. Si on calculait tous les athées de la planète, là, on serait la 4e religion d'importance au monde comme athée. Alors, est-ce que la laïcité peut, de façon légitime, se limiter à la neutralité religieuse? Pour moi, non. C'est une forme de tolérance par abdication. Et non, la laïcité doit amener ou interpeller une tolérance d'engagement. Donc, une tolérance critique, on a vu tantôt, mais maintenant une tolérance aussi engagée, à bouger pour défendre, non pas la neutralité religieuse, mais la marginalisation, le rejet carrément de la religion des sphères de décision publique. Comme interlocuteur, oui, dans une décision éthique, il faut entendre le point de vue de tout le monde, mais comprendre n'est pas nécessairement accepté. Et puis malheureusement, dans nos sociétés actuellement, là, il y a un galvaudage avec la notion de consultation. Nous n'avons pas été consultés. Nous n'avons pas été consultés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les syndicats n'ont pas été consultés. Un groupe minoritaire n'a pas été consulté. Les Autochtones n'ont pas été consultés. Un comité de citoyens n'a pas été consulté. Ça veut dire quoi? C'est qu'on ne nous a pas écoutés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu à s'exprimer. Mais on n'a pas été consultés, ça veut dire qu'on a dit ce qu'on avait à dire, mais on n'a pas écouté. Alors, on dit on n'a pas été consulté. La notion de consultation est tellement galvaudée maintenant ici, parce que là, évidemment, tout ce monde-là qui n'a pas vu son point de vue respecté dans une prise de décision, bien, il dit qu'ils n'ont pas été consultés. Enfin, là, il y a bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais à peine. La liberté de conscience, bien là, ça, évidemment, c'est en lien avec le débat. Souvent, le cas du pharmacien que je mentionnais tantôt ou du médecin, il invoque la liberté de conscience. Ah oui, belle affaire. Mais c'est ta conscience à toi, c'est pas la conscience de ton patient. Si tu ne veux pas soigner des patients, soigne-en pas. Mais si tu veux en soigner, tu ne soignes pas la religion de cette personne-là, tu soignes sa maladie. Tu soignes son cancer, tu soignes son Alzheimer, tu soignes, etc. Ou tu soignes, bon, évidemment, sa santé sexuelle. Tu n'as pas imposé tes valeurs par rapport à ça. La liberté de conscience religieuse n'a pas sa place, à mon avis, dans tout ça.
Le meilleur, j'aurais pu le mettre là, quand même, mais un bouquin extrêmement intéressant a été publié par un sociologue américain, un sociologue philosophe, qui s'appelle Brian Leiter, Leiter. Ça s'appelle « Pourquoi tolérer la religion ». Le titre est un peu percutant, mais le contenu est très, très pondéré. C'est le meilleur essai que j'ai vu, essai, c'est plutôt académique, là, mais de travail que j'ai fait pour dire, écoute, non, la tolérance, la liberté de conscience religieuse n'a pas sa raison d'être. Il n'y a rien qui est légitime qu'un État modifie ses lois ou l'application de ses lois ou donne des accommodements raisonnables à des lois pour des raisons de liberté religieuse. Il n'y a aucun principe, ni éthique, ni politique, qui tient la route dans tout ça. Tu peux avoir ta liberté de conscience, mais ta liberté de conscience, tu peux l'exprimer, effectivement, mais pas l'imposer à quelque part. Et la notion de liberté de conscience religieuse doit être, bon, liberté de conscience, oui, tout court, il faut respecter la liberté de conscience des gens. Pour les valeurs, la religion n'est pas un agent de nettoyage éthique. Un terme que j'ai utilisé dans d'autres publications, mais la religion ne peut pas devenir un agent de nettoyage éthique. C'est-à-dire que parce que c'est religieux, c'est éthique. On respecte la religion, donc c'est éthique de le faire. Comme respecter les traditions. Non, c'est pas obligatoire de respecter toutes les traditions. Traditions vestimentaires, alimentaires, ça pose pas de problème. Mais quand les traditions interpellent des exemples comme mutilation sexuelle, par exemple, ou soumission de la femme, ou interdiction aux enfants, aux filles d'aller à l'école, là, on est dans un autre univers. Là. Ou quand on va lutter contre des politiques environnementales en disant que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, ou quand on refuse de se faire vacciner en disant, ben non, c'est Dieu qui, si Dieu le veut, il va nous protéger, s'il ne veut pas, ben regarde, je vais attraper la COVID. Non, ça ne marche pas, ça. On ne peut pas tolérer ça, on ne peut pas accepter ça. Et là, donc, on vit dans des sociétés complètement schizophrènes. Un manuscrit qui est parti, là, qui va sortir, qui va s'appeler pour, comment j'ai appelé ça, là, moi? Plaidoyer pour un réenchantement raisonné du monde. On essaie sur la rationalité, et ça en plein ça, dans une société schizophrène. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans des sociétés qui survalorisent la rationalité. Hein, les entreprises privées, l'utilisation de la rationalité. Sauf quand on arrive dans le domaine de la religion. Ah, bien là, la rationalité n'a plus de place. Dès qu'on arrive à parler de religion, là, on est complètement schizophrène. Ah ben non, on ne peut pas demander à démonstration, on ne peut pas exiger la démonstration de la rationalité, tout ça. Je pense que je l'avais glissé dans un autre diapo. C'est l'image que Bertrand Russell avançait de la théière. On appelait ça la théière de Russell. Hein? La théière de Russell. Alors Russell il donne une image. Il y a une théière qui circule autour du Soleil entre la Terre et Mars. Elle se promène, elle suit l'orbite. Bon, il y a une théière. Cette théière-là a des pouvoirs magiques et elle peut interférer avec l'humain, quelque part. Puis là, ben, Russell dit, ben, démontre-moi que c'est pas vrai. Alors, le fardeau de la preuve, est-ce que le fardeau de la preuve est sur le croyant qui pense que la théière a des pouvoirs magiques et qu'elle peut interférer avec la vie de l'humain sur Terre, ou si le fardeau de la preuve est pas à la théière de démontrer son existence, ou à celui qui y croit de démontrer qu'il y a une logique derrière tout ça, puis qu'il y a une efficacité. Alors, on appelait ça, bon, c'est la métaphore de la théière de Russell. Elle est percutante un peu, c'est-à-dire le fardeau de la preuve de l'acceptabilité d'une rationalité religieuse, ce fardeau-là, il doit être entre les mains des religieux et non pas entre les mains des athées ou des laïcs qui doivent démontrer quelque chose d'ailleurs que ces gens-là refusent comme démonstration. Je veux dire, parce qu'on soustrait les croyances religieuses au nom de la foi, on soustrait les croyances religieuses à l'expérimentation, à la validation et même aux règles de base de la logique et de la rationalité. Alors, on est comme en porte-à-faux avec ça. Alors donc, le plaidoyer, c'est pour une tolérance critique et engagée. Une tolérance, donc, il faut en faire la promotion de cette tolérance-là, mais une tolérance qui va être critique par rapport à tout confinement dans l'abdication, la neutralité, ou la déférence, hein, le respect inconditionnel par rapport à toute différence, quelle qu'elle soit. Au dogmatisme, hein, critiquer les dogmatismes et la spirale de l'indignation qui caractérise nos débats malheureusement contemporains aujourd'hui. Évidemment, les processus d'essentialisation culturelle ou religieuse qu'il faut profondément remettre en cause. Puis les instrumentalisations communautaristes de la tolérance. On revendique la tolérance par rapport donc, à ce qu'on va
faire à nos volontés de se soustraire au nom d'accommodement, ou par le biais d'accommodement, de se soustraire à nos responsabilités civiles comme citoyens. Cette tolérance, elle doit être engagée dans la promotion de valeurs et de normes qui définissent les conditions d'un vivre ensemble harmonieux. On ne peut pas faire un plaidoyer pour la tolérance si en même temps on n'associe pas à cette tolérance-là un projet de société. Il ne s'agit pas de critiquer la religion, là. Juste pour critiquer la religion, on n'avancera à rien là-dessus non plus. Là. Mais il faut proposer quelque chose. Il faut proposer des projets de société et des séries de valeurs qui sont humanistes, laïques. Qui d'ailleurs, parce que ces valeurs laïques-là, si on parle de solidarité, d'entraide, de respect de l'autonomie de la personne, c'est des valeurs, oui, qui sont associées à certaines religions, mais qui sont associées aussi au monde social. Ce sont des valeurs, pour moi d'ailleurs, les valeurs religieuses. Ça, c'est dans le livre précédent que j'analysais ça. Les valeurs religieuses sont d'abord et avant tout des valeurs sociales que l'humain a développées pour faciliter son vivre ensemble. On ne peut pas vivre en communauté si on ne s'entraide pas, si on ne coopère pas, si on ne se respecte pas mutuellement. Sinon, c'est la guerre civile. Ça ne peut pas fonctionner. Et à un moment donné, arrivent les religions qui vont s'accaparer de ces valeurs-là. Ils vont leur mettre un label religion. Ce sont des valeurs religieuses. Ben non, mais la solidarité, l'entraide, la charité, ce ne pas des valeurs religieuses. C'est des valeurs sociales, fondamentales au vivre ensemble harmonieux dans des collectivités, dont les religions se sont accaparées pour justifier leur existence, et bon, etc. Et ensuite, le pire est remettre en question les valeurs laïques desquelles ils sont inspirés au départ. Mais enfin, ça serait une autre conférence. Donc, le défi de la nuance. Je ne sais pas si j'ai été nuancé dans mon propos, mais le livre est probablement plus nuancé un peu que ça. Là. Je suis obligé de prendre des raccourcis. Mais effectivement, la nuance, c'est quelque chose de mal vu aujourd'hui. Quelqu'un qui est nuancé, c'est pas la mode. Il faut être revendicateur, il faut être vraiment chialeux, il faut vraiment dénoncer, il faut vraiment être militant, agressif. Il n'y a pas de place pour la nuance. La nuance, c'est de la compromission. On fait de la compromission. Pas des compromis. Compromis, c'est déjà pas pire, mais la compromission, c'est pas bon. J'arrêterai là-dessus, puis